Alors, parlons fonctions. Avant de parler des fonctions, parlons un peu variables. Qu'est-ce qu'une variable? On peut dire qu'une variable, c'est une manière de donner un nom à une valeur pour, par exemple, pouvoir réutiliser cette valeur plus tard. Exemple. Lorsque j'écris input, entrez votre nom, et que j'exécute ce programme, évidemment, mon nom est demandé, donc je vais écrire NRI, et le programme s'arrête. Si dans mon programme je veux utiliser cette valeur, eh bien je vais créer une variable, par exemple nom égal, et comme ça je vais pouvoir utiliser la variable nom pour faire référence à la valeur qui aura été rentrée ici par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Conclusion, une variable est une manière de donner une étiquette à une valeur pour pouvoir la réutiliser. Ok. Et une fonction alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est aussi une étiquette, mais là où les variables sont des étiquettes sur des valeurs, une fonction est une étiquette sur un morceau de code. On dira aussi sur des instructions. En d'autres termes, une fonction va nous permettre de réexécuter autant de fois qu'on veut une ou plusieurs instructions. Ce qui va nous permettre d'exécuter ces instructions une ou plusieurs fois, autant de fois qu'on veut, sans devoir les copier-coller à plusieurs endroits dans notre code. Alors tout de suite, un exemple de fonction. Pour cela, je vais écrire un programme très simple qui m'affiche l'aire d'un carré. Pour l'afficher l'aire d'un carré, j'ai besoin du côté du carré, donc je vais d'abord commencer par un input, entrer le côté du carré. Ceci sera considéré comme étant un nombre flottant, et je vais mettre ça dans une variable que je vais appeler côté. Ensuite, je vais afficher l'aire du carré, vaut, et ensuite j'écris côté fois côté, qui est la formule de l'aire d'un carré. Jusque-là, je n'ai pas écrit de fonction. Si je veux créer une fonction contenant ces deux instructions-là, pour pouvoir répéter ces deux instructions autant de fois que je veux, première chose que je vais faire, c'est que je vais les indenter, c'est-à-dire les décaler vers la droite de 4 espaces. J'utilise pour ça la touche tabulation. Ensuite, je leur donne un nom avec la séquence suivante. D'abord DEF pour définition. Après, je tape le nom de la fonction, donc c'est un nom que je choisis. Ici, je vais l'appeler simplement mon exemple de fonction. Et les règles pour nommer une fonction sont exactement les mêmes que celles pour une variable, à savoir des lettres, des chiffres et des caractères traits de soulignement. Et le premier caractère ne peut pas être un chiffre. Ensuite, je vais définir la liste des paramètres que peut prendre cette fonction. Nous y reviendrons, pour l'instant, c'est juste une paire de parenthèses vides. Et enfin, un symbole de point pour terminer la ligne. Donc ceci couvre la partie définition. Ceci, c'est la définition d'une fonction. Ici au-dessus, c'est la définition d'une variable qui s'appelle nom. Maintenant que nous avons défini deux étiquettes, une variable et une fonction, comment faire pour utiliser ces étiquettes, pour utiliser la variable, donc utiliser la valeur qui se trouve derrière la variable, ou pour utiliser la fonction, c'est-à-dire pour pouvoir exécuter les instructions qui se trouvent dans cette fonction. Pour une variable, c'est connu, il suffit de donner, ou plutôt d'écrire le nom de la variable quelque part dans le code, et c'est la valeur de la variable qui sera utilisée. Par exemple, si j'affiche print bienvenue, virgule, nom, cela va afficher bienvenue suivi du nom de la personne. Pour ce qui est d'une fonction, c'est presque la même chose, mais à une petite différence très importante près. Donc imaginez que vous vouliez appeler cette fonction, c'est-à-dire mon exemple de fonction, vous ne pouvez pas vous contenter de donner le nom de la fonction quelque part. Pour appeler ces deux lignes de code, donc pour exécuter ces deux lignes de code, il faut mettre le nom de la fonction suivi des paramètres. Dans ce cas-ci, encore une fois, c'est une liste vide, donc il faut mettre une paire de parenthèses vides. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons tout jeter et nous intéresser aux différentes manières d'écrire une fonction. Dans un premier temps, je vais identifier avec vous différents cas d'utilisation pour les fonctions et vous montrer pour chaque cas d'utilisation un ou plusieurs exemples de fonctions qui utilisent cette possibilité. La première chose, ce sont les paramètres. Une fonction peut avoir 0,
un ou plusieurs paramètres, dont certains peuvent même être optionnels, nous le verrons à un moment. La deuxième chose, c'est qu'une fonction peut effectuer un calcul et retourner un résultat. Le mot retourner a son importance, nous le reverrons quand on verra la syntaxe. Et la troisième chose, c'est qu'une fonction peut faire quelque chose. Donc effectuer une action, comme par exemple demander quelque chose au clavier, afficher quelque chose à l'écran, ou d'autres choses comme par exemple envoyer un mail, envoyer quelque chose à l'impression, à l'imprimante. Mais bien sûr, ici dans ce cours, nous nous contenterons de demander des choses au clavier et de les afficher à l'écran. Commençons par une fonction qui affiche bonjour à une personne dont le prénom lui est donné en paramètre. La syntaxe est la suivante, def, ensuite le nom de la fonction, je vais l'appeler dire bonjour ou afficher bonjour. Et cette fois-ci, il y aura un paramètre qui sera le nom ou le prénom de la personne, disons le prénom. Les deux points, je n'oublie pas l'indentation, et quelle est l'instruction que je veux exécuter quand ma fonction est appelée? Je veux simplement afficher bonjour suivi du prénom de la personne. Dans un premier temps, nous allons essayer d'exécuter ce programme. Rien ne se passe. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction a été définie, c'est-à-dire nous avons bien associé une étiquette, donc ce afficher bonjour, à cette instruction, mais nous n'avons pas demandé à Python d'exécuter l'instruction, nous n'avons pas appelé la fonction. Rappelez-vous, pour appeler la fonction, il faut mettre son nom, suivi des paramètres, du ou des paramètres que nous voulons lui transmettre. Dans ce cas-ci, j'aimerais transmettre le prénom de quelqu'un. Alors je vais tout simplement écrire NRI, c'est moi-même. J'exécute et je vois bonjour NRI. Si je veux appeler une deuxième fois la fonction, par exemple pour dire bonjour à mon voisin, ou dire bonjour à quelqu'un d'autre, il suffit que j'appelle la même fonction avec des valeurs différentes pour les paramètres. Les valeurs des paramètres que j'indique ici, on appelle ça les arguments de la fonction. Dans chaque appel de fonction, j'ai exactement un argument, dans ce cas-ci c'est à chaque fois une chaîne. Cet argument sera ou prendra la place de mon paramètre prénom, et donc je vais avoir bonjour, et puis le prénom qui est indiqué. D'abord NRI, puis mon voisin, puis quelqu'un d'autre. Améliorons maintenant un petit peu notre fonction pour intégrer également le nom de famille de la personne. Donc je vais également demander le nom de famille de la personne dans ma liste de paramètres. Pour l'instant, j'ai un seul paramètre, je vais en ajouter un qui sera le nom de famille. Je vais simplement écrire nom. Remarquez qu'on utilise la virgule pour séparer les paramètres. Et dans mon affichage, j'aimerais qu'il s'affiche bonjour machin et puis le nom de famille en majuscule. Donc je vais écrire bonjour, le prénom et puis le nom que j'aimerais transformer en majuscule. Alors commençons d'abord par afficher bonjour, prénom et puis le nom. Nous occuperons plus tard des majuscules. Pour cela, je vais lancer la fonction et je vais dire bonjour à Albert Einstein. Si j'exécute cette fonction, j'ai bien bonjour Albert Einstein. Si maintenant je souhaite que le nom de famille soit en majuscule, il faut se rappeler ce que nous avons vu dans les TD antérieurs et utiliser la fonction upper. Si j'exécute maintenant mon programme, j'ai bien bonjour Albert Einstein et Einstein est en majuscule. Et de la même manière que précédemment, je peux éventuellement changer les noms et les prénoms pour en rajouter d'autres. Saluons donc Joe Dalton. Et tout fonctionne. Petite remarque, quand vous définissez une fonction qui doit recevoir deux paramètres, il faut absolument lui donner deux paramètres. Imaginez que vous disiez afficher bonjour, mais vous omettez le nom de famille, en tout cas vous omettez de mettre le deuxième argument. Cette fois-ci, vous obtenez une erreur. Attention, la fonction, il lui manque un argument positionnel, à savoir, dans ce cas-ci, le nom. Donc il a considéré que le premier était le prénom, forcément, et que le nom était manquant. Remettons un code qui fonctionne. Et revenons aux trois propriétés que j'avais énoncées plus haut. Dans le cas de afficher bonjour, cette fonction reçoit deux paramètres.
Elle ne retourne rien. Nous allons voir plus tard comment faire en sorte de retourner quelque chose. Mais par contre, elle effectue une action puisqu'elle affiche quelque chose à l'écran. Passons à autre chose. Très régulièrement dans ces TD, on vous demande d'écrire un code qui demande un nombre entier à l'utilisateur pour pouvoir en faire quelque chose. Écrivons donc une fonction dont le rôle sera de demander un entier. Je dois donc lui donner un nom, je vais l'appeler demander entier. Je ne donne pas de paramètres à ma fonction. Je mets les deux points. Et que devra faire la fonction? Elle devra évidemment faire un input, entrer un nombre entier, deux points. Ensuite, avec cet input, on va le transformer en entier, donc on fait appel à int, et on aimerait bien que ceci, ce soit le résultat de la fonction. Alors, commençons par faire quelque chose qui ne va pas fonctionner. Pour cela, on va simplement appeler la fonction demander entier, et on aimerait afficher cet entier à l'écran. Le plus simple semble être d'utiliser la commande print, l'instruction print, pour afficher à l'écran. Si j'exécute et que je donne un nombre entier, 42, qu'est-ce que j'obtiens à l'écran? J'obtiens malheureusement none. Ici, le problème, c'est que ma fonction fait ce que je veux qu'elle fasse, mais elle n'a pas indiqué quel était le résultat de son calcul. En d'autres termes, si cet entier, je l'appelle x ou je l'appelle résultat, peu importe, il faut pouvoir expliquer à Python que ce résultat est bien le résultat de ma fonction. En d'autres termes, que l'appel de fonction qui se trouve ici doit être remplacé par ce résultat. La manière d'indiquer cela à Python, c'est d'utiliser un nouveau mot-clé qui est return. Return, et puis j'indique ce qu'il faut retourner, ce qu'il faut transmettre comme résultat. Cette fois-ci, le programme va faire ce que je veux, à savoir afficher l'entier que j'ai écrit au clavier. Attention avec le mot-clé return toutefois. Imaginez que je veuille remercier l'utilisateur ou l'utilisatrice d'avoir entré un nombre entier et que j'écris donc print merci. Si j'exécute cette fois-ci le code, j'obtiens bien 42 à l'écran, mais je n'ai aucun remerciement. Que s'est-il passé? Il faut comprendre que return indique le résultat de la fonction. À partir du moment où l'instruction return est rencontrée, est exécutée dans le corps de la fonction, cela indique à Python que la fonction a terminé son travail, que voici le résultat et qu'on peut donc passer à autre chose. En d'autres termes, toutes les instructions qui se trouvent après le return sont ignorées. Dans cette situation, on dit que les instructions après le return forment du code mort. C'est du code qui ne sera jamais exécuté de par le fait qu'il se trouve à un endroit de la fonction qu'on n'atteindra absolument jamais. Si je remonte un petit peu, cette fonction prend donc 0 paramètre, elle retourne un résultat avec le mot-clé return, et dans ce cas-ci, elle effectue une action, elle affiche entrer un nombre entier, et en plus, elle attend qu'on écrive quelque chose en retour au clavier. Quelque chose au clavier. Dernier exemple de fonction, je vais supprimer ceci, et on va s'intéresser maintenant à la manière d'agencer son code quand on a un programme à écrire, un petit script à écrire, et qu'on veut introduire une fonction dans notre script. Ça va arriver très souvent. Par exemple, écrire un script qui va afficher le périmètre d'un cercle dont le rayon est donné. Ou plus probablement, dont le rayon est donné par l'utilisateur ou l'utilisatrice. Dans cette situation, nous avons au minimum un input à écrire pour demander quelque chose au clavier. Et je vais donc écrire rayon égale float input, entrer le rayon du cercle. Ensuite, je veux afficher le résultat sous la forme suivante. Le périmètre de ce cercle est, et ici je veux mettre l'aire, non pardon, pas l'aire, je veux mettre le périmètre, la longueur du périmètre de ce cercle.
Et la formule, c'est pi fois le diamètre, c'est-à-dire pi fois 2 fois le rayon. Okay, donc en général, on écrit 2 fois pi fois le rayon. Alors, dans ce cas-ci, la valeur de pi n'est pas très importante. Je peux écrire simplement pi égale 3 à 14, 15. Ou alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser dans le module mathématique, donc dans le module maths, vous avez une valeur pour pi. Et donc je peux écrire pi égale math.pi ou plus simplement encore, écrire directement math.pi à cet endroit. Alors, tel quel, ce script devrait fonctionner. J'obtiens bien le périmètre. Et pour l'instant, pas de fonction en vue. Alors, comment introduire une fonction dans ce type de problème? Eh bien, il faut se poser la question, quel extrait de ce code je pourrais identifier et nommer, et pour lequel cela a du sens de lui donner un nom. Dans le cas présent, je vois deux candidats. Le premier, ce serait ce morceau de code-ci, qui va demander un nombre à virgule, un nombre flottant à l'utilisateur, en lui affichant le message « Entrez le rayon du cercle ». L'autre candidat, c'est cet extrait-ci, de math.pi fois le rayon, qui réalise effectivement le calcul du périmètre en fonction du rayon. Alors commençons par cet extrait-là. Cet extrait-là, je vais lui donner un nom qui sera périmètre du cercle. Comme ça sera un appel de fonction, je vais pouvoir lui transmettre des paramètres. Ici, le paramètre évident, c'est le rayon proprement dit. Et je vais donc, avant d'appeler cette fonction, définir la fonction périmètre cercle, et cette fonction va devoir recevoir le rayon en paramètre et retourner la valeur du périmètre. Donc voilà une première fonction qui a été extraite. On peut tester et vérifier que le fonctionnement est identique à précédemment. Alors comme je vous l'ai dit, l'autre candidat, c'est cet extrait de code qui demande un nombre flottant. Alors celui-là, je vais l'appeler demander flottant. Et je pourrais ne laisser aucun paramètre, mais rappelez-vous, mon objectif, c'est de demander en fait le rayon, et pas n'importe quel nombre flottant. Et donc, une technique classique, c'est de prendre le message, à savoir « Veuillez entrer le rayon du cercle » comme paramètre de la méthode. À ce moment-là, la méthode devient « demander flottant » qui va recevoir un message et qui va simplement retourner float input et le message en paramètre de input. Encore une fois, réessayons et vérifions que ça fonctionne comme auparavant. Alors, avant de nous quitter, je vous propose de terminer par un dernier exemple issu du TD sur les fonctions, à savoir l'exercice 4 du TD 5, donc sur les fonctions. L'objectif ici est d'écrire une fonction qui s'appelle couleur, qui va renvoyer, donc return, une couleur au hasard parmi les chaînes de caractères qui sont fournies. Mettez cette fonction en application pour écrire un script qui affiche à l'écran une couleur tirée au hasard, donc à chaque fois qu'on l'exécute. Alors, on nous dit de nous baser sur du code existant, donc nous allons revenir en arrière et copier le code existant. Je copie, je colle. Alors remarquez qu'il y a tout un tas de retours à la ligne, de numéros de ligne qui sont apparus. Je vais les nettoyer hors vidéo. Et voilà qui est fait. En ce qui concerne la première ligne, nous importons random parce que nous aurons besoin d'un nombre aléatoire. Ensuite, il y a les deux lignes 4 et 5 qui définissent une fonction hasard dont l'objectif, c'est écrit en commentaire, est de retourner un nombre aléatoire entre A et B. A et B étant les noms des paramètres. Cette fonction fait simplement appel à la fonction randint du module random. Ensuite, la définition suivante concerne les lignes 8 à 16 et définit une fonction qui s'appelle lettre, dans laquelle on définit l'alphabet, on regarde combien il y a de lettres dans cet alphabet, et on choisit 3 lettres au hasard. Ces 3 lettres au hasard sont choisies en regardant dans l'alphabet
une lettre a une position qui est choisie au hasard. Donc la fonction hasard permet de choisir un nombre entier entre 0 et le nombre de lettres moins 1, c'est-à-dire dans ce cas-ci 25, le nombre de lettres vaut évidemment 26. Et entre 0 et 25, ce sont justement les positions de A jusque Z. A est en position 0, Z est en position 25. Donc, hasard 0,25 va retourner un nombre au hasard entre 0 et 25. Ensuite, ce nombre au hasard est utilisé comme position, entre crochets, pour aller récupérer une lettre de l'alphabet qui sera donc prise au hasard. Nous en choisissons 3 et on les retourne dans une liste après les avoir triés. Donc ça, c'est pour le code de l'exemple. Ensuite, ce code est appelé. Alors, dans l'exemple, c'est fait dans un autre fichier. Ici, j'ai mis tout dans le même fichier, donc j'ai pas besoin de mettre lettre.lettre. J'écris simplement lettre, le nom de la fonction. J'affiche un petit texte, et puis j'affiche les 3 lettres. Maintenant, mon objectif, c'est de résoudre l'exercice 4 avec les couleurs aléatoires. On doit s'inspirer du code précédent pour écrire une fonction couleur qui renvoie une couleur au hasard parmi les chaînes de caractères qui sont données. Donc la première chose, c'est que je vais remplacer mon alphabet par ces chaînes de caractères. Et je copie-colle. Étant donné que j'ai copié-collé un tableau qui s'appelle les couleurs, je remplace mon alphabet par les couleurs. Ensuite, je veux choisir une couleur au hasard. Donc je vais choisir une position au hasard entre 0 pour rouge et il y a 6 couleurs en tout, donc 5 pour noir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cette position va donc être entre 0 et la longueur des couleurs, qui, dans ce cas-ci, s'appelait nombre lettres dans l'exemple, mais je vais l'appeler nombre couleurs pour changer, pour refléter le fait qu'il s'agit maintenant de couleurs. Et donc pour choisir une couleur au hasard, je vais choisir une position entre 0 et le nombre de couleurs, moins 1. Alors rappelez-vous que pour les lettres, on en choisissait 3. Ici, nous n'en voulons qu'une seule. Et donc je vais supprimer les 2 lignes suivantes. Je peux enlever le chiffre 1 qui se trouve là. Je peux enlever le chiffre 1 ici, lettre 2 et lettre 3. Je peux également enlever la liste, les crochets, puisque je ne veux pas retourner une liste de couleurs, je ne veux en retourner qu'une seule. Et enfin, sorted, qui permettait de trier le résultat. Puisque je n'ai plus qu'une seule couleur, je l'enlève également, et j'enlève les parenthèses associées. Étant donné cette simplification, maintenant la variable lettre n'a plus vraiment lieu d'être, puisque ce que je veux retourner, c'est la valeur de cette expression, que j'ai mis dans une variable, mais que je pourrais très bien ne pas mettre dans une variable, et enlever la variable complètement. Dernière adaptation de ma fonction, c'est plutôt que de l'appeler lettre, je vais l'appeler couleur. Et je vais changer le commentaire qui va me dire maintenant tire une couleur au hasard. Et enfin, je dois adapter également le code qui appelle la fonction. Avant, j'utilisais mes lettres égales et j'appelais la fonction lettre. Je n'ai plus besoin de ceci. Je n'ai plus besoin de dire voici 3 lettres puisqu'il s'agit de couleurs. Donc je vais écrire voici une couleur au hasard. Et j'appelle maintenant la fonction couleur qui n'a pas de paramètres et qui va retourner une couleur au hasard. Et j'enlève la dernière ligne qui correspondait encore aux lettres. Ceci étant fait, je peux maintenant exécuter mon code et j'obtiens une erreur. Alors celle-ci vous montre que je n'essaye pas de tricher, j'ai vraiment commis une erreur, j'ai simplement oublié de modifier une occurrence du terme alphabet par couleur. Donc ici c'était dans la liste des couleurs que je dois récupérer une des couleurs. Je recommence, et cette fois-ci j'ai une couleur au hasard qui était le jaune. Si je réessaye plusieurs fois, je vois que j'ai souvent une couleur différente, parfois évidemment la même, c'est le hasard qui fait les choses. Voilà, c'est tout pour moi. Prenez l'habitude d'écrire des fonctions, de les appeler, d'identifier dans quel cas une fonction est nécessaire, d'identifier les paramètres, d'identifier la valeur de retour. Tout ça est un travail qui va s'avérer très important pour la suite, puisqu'il va vous permettre de structurer votre code, de le rendre plus lisible. Et tout cela, bien sûr, s'acquiert avec l'expérience. Bon travail!